Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce panel écriture JDR, s'inspirer du travail de l'autre. Alors, c'est moi, Christophe, alias Pilule Rouge, qui vais animer celui-ci et j'ai deux panélistes avec moi, émérites, qui vont m'accompagner. Alors, nous avons Disae qui est présente. Bonsoir Disae. Bonsoir, bonsoir Christophe. Et nous avons Guy Kivada. Alors, bonsoir Guy Kivada. Salutations à tous. Voilà. Avec ton accord, je vais t'appeler Geeky, comme tu m'as invité à le faire. C'est exact. Et bien, saluons toute cette foule d'auditeurs qui sont amassés devant Twitch et YouTube pour écouter ce panel fabuleux. Il paraît qu'il est retransmis dans des stades, dans plein de pubs et de bars sur toute la planète. C'est vrai que la cyberconvention a une renommée internationale, au moins dans 2 pays. Aucun stress. Et voilà, aucun stress. Nous ne serons pas jugés pour ce que nous faisons ce soir. Nous ne sommes pas responsables de nos dires. Hein. Bref, bon, on arrête les bêtises. Ce soir, on va vous parler de quoi? On va vous parler du fait de s'inspirer du travail des autres quand on écrit dans le jeu de rôle. Alors, pas forcément l'écriture de jeu de rôle, ça peut être aussi bien l'écriture de scénarios, de contextes, de monde, de world building, etc., etc. Et on se pose des questions. On se dit, finalement, est-ce que l'innovation et l'originalité, c'est toujours possible? Dans quelle mesure? Est-ce que le gros des créations ne sont pas généralement que des copier-coller que d'autres ont déjà écrits et puis qu'on habille différemment? Finalement, où commence, où finit l'inspiration et où commence et où finit le plagiat. Voilà en gros le sujet qu'on va aborder ce soir. Et donc, voilà, Disae, Guy Kivada, je vais vous inviter un petit peu vous présenter pour que nos auditeurs en folie, qui sont en train de faire brûler le chat par leur motivation et par... pour que nos auditeurs en folie, en fait, vous connaissent un petit peu mieux. Alors, honneur aux dames, dit-on. Disae, je t'en prie. Eh bien, bonjour. Moi, c'est Disae. C'est mon nom sur les internets. J'ai 31 ans. Je m'en ai oublié mon âge. Je fais du jeu de rôle depuis que j'ai à peu près 12 ans. J'ai commencé avec les forums. Parce que j'aime beaucoup écrire. Ensuite de ça, j'ai connu les grandeurs nature, parce que au Québec, c'est un must quand on fait du jeu de rôle, je trouve. Hein. Et puis, un peu plus tardivement, j'ai appris à connaître le jeu de rôle sur table, et mon image s'est figée. J'adore ma caméra. C'est qu'être ton ça passe. Ouais, ça va. C'est ça. Et du coup, depuis quelques années, j'ai commencé à faire du jeu de rôle virtuel, où j'ai rencontré Dice Story qui m'a mené jusqu'aux gens d'ici. Et sinon, je participe aussi au projet de Let's Roll, qui est une plateforme VTT qui fait concurrence à Roll20. Et voilà, c'est un peu mon parcours, ce que je fais, tout ça. Parfait. Et je me tourne vers Geeky. Alors, Geeky, parle-nous de toi. Alors, du coup, je n'ai pas tout ça, mais au moins, j'ai de quoi dire. Du coup, moi, je m'appelle Geeky, Kivada. Sur Internet, vous me trouvez sur Discord et autres jeux. J'ai 25, 26 ans. Voilà. Bientôt l'anniversaire. Ouais, on sait déjà. Du coup, moi, je suis un jeune rôliste, comparativement à tout le monde. Hein. Je suis dans le métier depuis 3-4 ans. J'ai fait du Donjon Dragon principalement. Ensuite, je suis amené à faire mon propre jeu de rôle qui s'appelle Le Cliché de Terry. Et c'est un itinéraire que je chéris, que j'exploite et que je développe. Voilà. Sinon, j'ai déjà fait du jeu de rôle en physique avec une team. Et après, là, du coup, on est sur Roll20 principalement et uniquement pour les conditions actuelles. Disae va pouvoir te vendre Let's Roll. Hein, ah, sûr. Clairement. On vous laissera tous les deux dans le chat. Moi, je veux savoir. Hein.
Non, non, mais c'est de la plateforme intéressante, Lesrod. Bon, moi, je suis vendu à Foundry actuellement, mais qui sait, hein, je veux dire, Aïe, aïe, ma caméra. les choses peuvent changer. Alors, revenons à nos moutons. Donc toi, Guigui, tu écris ton jeu de rôle, Exact. effectivement. Toi, Disae, tu écris des scénarios, tu fais du world building, ce genre de choses, si je ne m'abuse. Un peu, oui. En tant que DM, ça m'arrive pas Tout mal. à fait. Et c'est vrai que l'un comme l'autre, vous avez certainement eu à être confronté à la question, c'est est-ce qu'on peut encore être innovant ou original en jeu de rôle? Comment vous voyez ça, vous, l'innovation, l'originalité en jeu de rôle? Alors, je vais donner honneur à Dizzy. C'est très gentil. Pour moi, je dirais pour mon dire, c'est l'innovation. Je vais pour mon dire qu'il n'y a rien qui se crée, rien qui se perd, tout se transforme. Du coup, un peu dans le... Et un peu tout déjà a été fait depuis le temps. Donc, pour moi, il y a beaucoup moins de... Ça existe encore des trucs vraiment créatifs, mais je pense qu'on part tous d'une base un peu tous commune, ne serait-ce que dans les histoires qu'on se raconte, dans les idées principales. Et c'est la manière dont on le raconte, dont on l'amène qui va donner cette touche un peu plus... ou va passer par quoi, justement, l'innovation et un peu la créativité. Pour faire un gros... Ok. Très bien. Et de ton côté, Guigui? Alors, de mon côté, quand j'ai décidé de faire mon, mon jeu de rôle, j'étais assisté au début avec quelqu'un. On avait des idées, des innovations, même si ce qu'on a fait, c'était original. On n'avait jamais vu, mais il y avait toujours un fil conducteur qu'on a déjà vu quelque part dans le jeu de rôle, que ce soit galactique et autres. Mais comme l'habillage est toujours différent. Moi, je peux dire que aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on en a vu tellement de variantes qu'on se rapproche toujours à un point. Quelqu'un va dire, ah ouais, ça ressemble à ça. Donc moi, je pense que ça devient un peu plus difficile de jour en jour, mais maquiller l'apparence de leur JDR, c'est c'est l'essentiel pour que ça soit différent, moi. Hmm. Quand on parle d'originalité, d'innovation, surtout au niveau du jeu de rôle, il y a plusieurs aspects du, du jeu de rôle qui peuvent être concernés. On a l'aspect des règles, on a l'aspect de la façon dont se déroule une partie, on va dire, et puis on aurait l'aspect du monde, le contexte dans lequel se jouent les parties. En point de vue de règles, à partir de quand est-ce qu'on peut dire, eh bien, tel travail est innovant ou ouais, c'est repompé, c'est copier-coller sur tel autre système? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se ressemblent. C'est-à-dire si je voulais vraiment remonter de manière très abstraite, tu as beaucoup de systèmes où le principe, la règle, c'est je lance un dé, je rajoute une valeur et je dois dépasser une valeur. Alors, est-ce qu'il faut qu'on remonte jusque-là pour chercher l'innovation ou alors on se dit, bon, ben ça, c'est tellement commun que c'est pas là que se fait l'innovation, c'est en dessous. Euh, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce Alors, que tu veux y aller? oui, je vais y aller. Vas-y. Pour ma part, malheureusement, le jeu de rôle, c'est une base. C'est une base qui est extrêmement difficile à changer. Sinon, il faut reprendre le concept d'origine. Par exemple, il y a des idées que j'ai vues et j'ai compris que nous pouvons faire un jeu de rôle, mais avec des cartes. Plus besoin de lancer des dés, on fait ici des cartes. C'est aussi intéressant, c'est innovant, hein, on peut le dire, hein. Au niveau des jeux de rôle, j'ai vu qu'ils fassent ça, j'en ai vu peut-être 3, et j'en ai pas vu Mm. beaucoup. Mais c'est rafraîchissant de voir ce nouveau concept. Parfois, on regarde un peu les dés parce que le frisson de lancer des dés, c'est toujours agréable. Mm, mm. Mais
moi, je pense il faut changer des fois la base. Faut pas avoir peur aussi de changer la base pour avoir quelque chose de nouveau et en disant aussi que c'est un GDR, mais d'autres sauces. Mm. Et toi, Disaïe, est-ce que... Oula. Pardon. Attaque Le de chat. chat. Voilà, l'attaque de chat qui vient du ciel. Hein. Au niveau des systèmes de règles, où se placerait l'innovation C'est à partir de... Voilà, oui, c'est ça. Où se placerait Je rejoins l'innovation? assez ce que Quick a dit à propos justement voir plutôt à la base. J'ai justement essayé dernièrement un jeu de rôle avec des cartes qui jouait un petit peu à la façon de poker. Du coup, t'avais aussi un peu le côté gambling et de hasard qu'on retrouve aussi dans les dés. Donc, pour moi aussi, c'est un peu ça dans le système, parce que à partir du moment où tout le monde a à peu près la même base, ouais, j'ai vraiment des problèmes avec ma caméra ce soir. C'est ça. Quand le système de D20 a tellement été refait et refait que à la limite, tu peux peut-être trouver des innovations après ça parmi les règles sur les personnages, sur comment tu vas jouer durant le jeu, et pas forcément dans le système qui va déterminer si tu fais une réussite ou pas. Parce que ça a été vu plein de fois. Effectivement, les dés additionnés, soustraire, on les a vus à toutes les sauces hein, depuis bien longtemps. Et donc, à partir du moment où justement c'est tellement usé et répété que tu n'as même plus besoin d'expliquer vraiment à une personne c'est quoi, à partir de là, c'est après ça que va venir l'innovation puis l'originalité dans un système, quant à moi. Là. Et alors, pour parler rapidement de systèmes un petit peu différents, vous le savez peut-être pas tous les deux, mais d'autres le savent. J'aime beaucoup les jeux de rôle alternatifs, c'est-à-dire des jeux de rôle qui explorent d'autres expériences de jeu qui sont généralement avec des thématiques beaucoup plus restreintes et des systèmes de règles qui sont créés, bien huilés pour reproduire une expérience particulière. Et c'est vrai que là, on trouve pas mal d'innovations qui nous sortent des classiques du genre. Pour en mentionner juste un qui vraiment a innové de son côté, on a Dread. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Que de Dread, nom. c'est un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur dans lequel on utilise une tour de Jenga. Et lorsque les personnages font une action qui est risquée, le meneur de jeu demande aux joueurs de retirer justement une petite barre de la tour de Jenga. Voilà. S'il y arrive, tout va bien. Et si jamais il n'y arrive pas, c'est un jeu d'horreur, hein, s'il n'y arrive pas, eh bien, il va se passer quelque chose de très, très, très néfaste à son personnage. Et là où le système est super innovant, c'est que si tu veux, quand ton personnage est en train de vivre une situation stressante, toi en tant que joueur, bon, ok, bah, c'est bien, quoi, il vit une situation stressante. Sauf que là, moi, le sentiment que j'en ai, c'est que ça transfère ça, si tu veux, ça émule auprès du joueur cette situation stressante à travers le stress de pas se tromper quand tu retires la petite barrette, la petite brique de Jenga. C'est là où je trouve que c'est super bien fait. Bah, tu fais juste en parler, j'en ai des frissons. Je m'imagine juste en mode genre, oh mon dieu, est-ce que ça va tomber ou pas? Mais vu la situation, ça fait penser aussi aux escape games, hein, de certaine manière, avec cette tour de Jenga. Escape game dans le sens où tu as un ensemble de systèmes, de règles, de mécanismes, d'énigmes qui sont faites pour l'expérience précise que tu es censé vivre. C'est exact. Oui, tout à fait, tout à fait. Ensuite, donc on parlait des systèmes de règles. Donc, y a-t-il encore un espoir à chercher l'originalité dans les systèmes de règles? Déjà, alors, y a-t-il un espoir à chercher l'originalité? Deuxièmement, faut-il chercher l'originalité dans les systèmes de règles? C'est ces deux questions, moi, qui me semblent intéressantes à discuter.
Alors, pour ma part, je trouve que on n'en a pas besoin. Franchement, avec toute la diversité qu'il y a, on n'a pas besoin. Mais pour se faire voir, comme par exemple moi, avec mon jeu de rôle ou d'autres jeux qui veulent se faire voir, il faut être différent des autres pour se faire voir. Sinon, on sait très bien que les joueurs vont dire autant rester sur du bon Donjon Dragon parce que ça ressemble déjà. Et au moins trouver la petite différence qui donne l'envie à chaque joueur de rester et d'y participer. Ouais, ben, je te rejoins assez là-dessus. Je dirais, est-ce qu'on doit vraiment chercher à innover ou des choses comme ça? Je dirais, on va chercher l'innovation. Je dirais pas vraiment, je dirais que les gens, de toute façon, vont aller avec ce qui correspond à leurs besoins. Donc, s'ils ont besoin de quelque chose de simple, pas prise de tête et qui connaissent déjà un certain système, ben, autant continuer là-dedans si c'est ce qui les rend à l'aise. Par contre, je dirais qu'il faudrait pas se fermer, par contre, à des nouvelles choses parce qu'on est trop confortable. Il y a toujours des belles découvertes qui nous entourent, beaucoup de jeux de rôle, justement, qui vont ressortir du lot et à qui il faudrait donner leur chance, justement. Donc, si on reste trop confortable dans ce qu'on connaît, justement, dans tous les mêmes systèmes, c'est un peu dommage pour les trucs plus innovants. Et je pense que oui, il faut continuer aussi à les chercher, à les regarder. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là, vu les différents trucs qu'on voit émerger du côté indé. Ne serait-ce que aussi pour l'expérience que ça peut donner, comme ce que tu parlais tout à l'heure, qui cherche justement à donner une expérience unique. Moi, ça me faisait beaucoup penser plutôt à Alice is Missing, où on était... c'est complètement différent, c'est un truc écrit, et ça te prend tellement au cœur avec de la façon dont c'est joué, que ça vaut quand même un bon détour des fois juste chercher et regarder pour ce genre de choses-là. Exact. Hmm. Se détourner de ce qu'on a déjà vu, Mm. une seconde pour voir justement la valeur de ce qu'on a déjà aussi. C'est Aussi. ça, hein. Voir la différence ailleurs pour dire que, ah ouais, quand même, c'est pas mal. Et avec une bonne architecture, comparativement aussi à d'autres, parce que là, on parle beaucoup de bons, mais aussi des mauvais. Ouais. Et on voit les aspects que ça donne et les mécaniques, les bonnes mécaniques, et qui fonctionnent, et que les gens, du coup, réutilisent. Et je cite à voir justement à d'autres JDR, c'est ça qui donne l'envie. Au moins peut-être tester 2 parties. Mais même si ça n'a pas plu, mais au moins tu as vu. C'est toujours ça de prix. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc là, on a abordé la recherche d'innovation et d'originalité au niveau du système des règles. Maintenant, dans les jeux de rôle, on a souvent des contextes, des mondes, des univers, des thématiques, etc., etc. Et là, on est quand même sur un domaine où l'originalité a sa place. Yeah. Ouais. Ouais. Bon. Moi, j'ai toujours l'impression, quand on sort un nouveau jeu médiéval fantastique, qu'on retrouve les mêmes poncifs du genre. Les mêmes genres de culture, les mêmes genres de situations, les mêmes genres, voilà. Donc, je le vois pas vraiment comme original, quelque part. Donc, au niveau du world building, au niveau du background, du lore, etc., il y a encore de la place pour l'originalité? Certainement oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être trop original et de perdre les gens? Qu'est-ce que vous en pensez? Mm. Ça dépend comment tu le prends ou à quel... je démarre, ça ne dérange pas. pour, euh, pour la construction d'un monde, ça dépend déjà, il faut te demander quelle expérience toi-même tu vas apporter à tes joueurs. Parce que pour moi, je trouve qu'il n'y a pas... Tu peux construire ton monde pour toi et après ça intégrer des gens, mais je trouve ça un peu dommage de le faire. Moi, j'ai plutôt eu l'approche de voir qu'est-ce que mes joueurs ont envie d'avoir, qu'est-ce que moi je veux leur apporter après ça comme expérience, et à partir de là, monter justement le monde. Et après ça, par contre, pour rejoindre avec côté plutôt d'inspiration, c'est là où ta créativité, c'est certain que je ne prendrais pas des éléments
qui font pas de sens, qui tiennent pas ensemble et que je vais aller chercher des inspirations ici et là. Et peut-être que oui, comme tu disais, revient peut-être souvent à la même chose quand on regarde uniquement, par exemple, ce qui nous entoure, parce qu'on va aller souvent chercher des choses qu'on connaît en premier lieu, avec lesquelles on est plus à l'aise, justement. Et après ça, on va aller peut-être chercher des idées un peu plus ailleurs, faire des recherches sur X trucs. Et j'ai l'impression de me perdre quand je parle. J'espère que c'est moins décousu pour vous. Non, ça va, on suit. C'est bon. Nous sommes suspendus à tes lèvres. Merci. Et du coup, je fais... Non, je pense pas qu'on peut aller... Oui, on peut aller trop dans l'originalité si on n'a rien qui se tient ensemble. Mais à partir du moment où tu lis toutes tes intrigues à tes joueurs ou justement, quand tu essaies de monter une histoire géopolitique et tout ça, c'est bien de prendre des repères sur ce qui s'est déjà passé puisque l'histoire va souvent tendre à se répéter, ne serait-ce que les mentalités des gens ou ce genre de choses. Mais ouais, je me perds un peu dans ce que je veux dire. Mais je pense qu'on voit un peu l'idée globale. Oui, justement, Toi, Guigui, qui crée ton propre jeu de rôle, je suppose que tu crées aussi l'univers qui est lié à ce jeu. Quand tu as commencé à poser les bases de ton univers, est-ce que tu as recherché absolument à le rendre original? Ou est-ce que tu as dit, je vais quand même m'inspirer de choses qui existent déjà pour qu'il y ait un référentiel qui soit un petit peu connu? Comment ça s'est passé de ton côté? Alors, de mon côté, j'ai organisé mon jeu de rôle d'une manière où il me divertit. Et s'il arrive à me divertir, il pourra divertir aussi les autres. C'est un paradoxe parce que personne n'a le même goût que tout le monde. Mais si l'histoire est assez bien racontée avec beaucoup de conviction, beaucoup de personnes peuvent y croire. Et aujourd'hui, les histoires que j'ai racontées et j'ai soumis à des personnes pour qu'ils m'aident à faire le lore des planètes et des divinités qui sont. Aujourd'hui, c'est limite, on peut se poser et écouter les histoires. Et ces histoires sont passionnantes. Tu as envie de savoir, tu as envie de t'impliquer. Et justement, l'intérêt de ce que nous disons, c'est que plus on arrive à tenir, limite, on peut dire, le lecteur dit joueur dans l'univers, ça permet aussi d'amener aussi du monde en disant ah tiens j'ai vu l'histoire de je sais pas moi d'une telle personne, ça m'a l'air intéressant, tiens tu veux pas voir qu'est-ce qu'on peut en faire, du coup ça fait un petit bout à bout de monde, d'idées. Et les joueurs de mon côté aussi, ce sont aussi des acteurs de cet univers. Ils donnent des idées, ils créent la suite des idées aussi. Parce que parfois, l'auteur n'a plus beaucoup d'idées. Les joueurs disent ah, ce serait intéressant de faire ça. Ou eux-mêmes, ils font l'action et leurs actions deviennent des légendes qu'on raconte plus tard. Et du coup, ça donne un petit effet boule de neige très intéressant. C'est le principe du jeu de rôle où c'est une histoire collective, en fait. Exact. Et par justement le bout à bout de chaque idée un peu de tout le monde, justement, c'est là aussi qu'on va retrouver l'originalité et qu'on va créer ensemble quelque chose d'unique. Hein. Exact. Donc, en fait, Disaïe, si je suis ce que tu dis, c'est que on peut tout à fait partir de quelque chose qui est assez convenu et s'attendre à une espèce d'originalité, d'innovation, une originalité émergente, c'est-à-dire qui va apparaître en fait pendant le jeu, mais qui ne l'est pas à la base. Effectivement. Mais ça m'est déjà arrivé de faire plusieurs fois un scénario qui était déjà écrit. Et je pense que je l'ai fait jouer avec plus de 5 tables. Et à chaque fois, j'avais des résultats vraiment complètement différents. Ne serait-ce que ils avaient tous les mêmes personnages, mais ce qu'ils en font, comment l'histoire évolue, selon chaque personne, c'est vraiment différent. Et c'est là que je rejoins justement ce qu'il disait, où justement, avec les idées collectives, au final, on arrive à presque un résultat différent à chaque fois et créatif et nouveau. Ça lui donne du sens. Ouais. Alors, la recherche d'originalité, c'est pas un sujet qui est propre au jeu de rôle, mais de manière générale à tout ce qui est la création littéraire, même la création musicale, même ce genre de choses.
En littérature, par exemple, il y a eu des recherches sur le sujet. Moi, j'avais lu un livre très, très intéressant de Georges Polti, c'est Les 36 situations dramatiques. Alors, c'est un chercheur, enfin, c'est quelqu'un qui a étudié le sujet et qui a déterminé que, mais en fait, toutes les histoires sont basées sur une combinaison de 36 situations dramatiques et on les retrouve toujours, en fait. Et que finalement, l'originalité, si tu remontes jusque-là, n'existe pas parce que tout a déjà été dit. Et après, ce qui est important, comme l'a dit Isaïe, c'est la façon de le dire, en fait. C'est les éléments, les entités de cette histoire et la façon dont ça va se faire. Et si je dis ça, c'est que pour celles et ceux qui seraient, qui voudraient absolument faire des choses originales, dites-vous que ça a peut-être déjà été fait, mais d'une autre manière, mais ça existe déjà. Donc, ne vous cassez pas trop la tête avec des concepts d'originalité et d'innovation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit la recherche absolue. Il ne faut pas se mettre de pression non plus à se dire ça a déjà été fait et oh bon Dieu que je vais pas être original. Moi, je recycle tellement de choses à travers les différents scénarios que je fais, des idées que des anciens joueurs m'avaient données à travers d'anciennes parties que je me suis dit ça c'est bien, je vais les réutiliser plus tard. Et justement, ça crée toujours des nouvelles situations puisque les personnes qui sont confrontées à ça réagissent toujours de manière différente. Exact. Par exemple, dans l'univers que je crée, les règles, j'ai fait une base de règles qui était aussi simple et qui était nécessaire. Et ce sont les joueurs en eux-mêmes qui ont amené les règles et qui a enrichi du coup, et qui a créé de l'originalité pour tout ce qu'il y avait à faire. Et tout ceci nous mène donc le fait que, bon, rechercher absolument l'innovation et l'originalité, c'est, je veux dire, absolument de faire un truc totalement innovant et original. Bon, ça risque d'être très difficile, c'est pas impossible, mais c'est très difficile. Donc, on est bien obligé de s'inspirer du travail de l'autre. Ça passe presque comme une longue introduction qu'on veut faire pour arriver au sujet. C'est vrai, c'est caché, déguisé, et c'est là. Ouais. Mais il fallait présenter un petit peu la problématique de base. C'est être absolument 100% original, c'est très très difficile, donc on est bien obligé de s'inspirer. Et quand on commence à s'inspirer, quand on commence à copier le travail de l'autre, ou Trop s'inspirer. à la limite, où commence l'inspiration dans le respect, la copie, où commence le plagiat? Ça, c'est la grande question qu'on peut se poser. Et en préalable à ce podcast, comme nous avons donc une Québécoise et un Français invités en tant que panélistes, je vous ai demandé si vous voulez bien, en termes de plagiat, nous parler un petit peu, nous dire respectivement en France et au Québec, et peut-être de manière internationale, parce que le plagiat, c'est une donnée très juridique finalement, on touche à la légalité. Comment c'est encadré par la loi? Peut-être commencer par le Québec? Oui. Donc, je regardais rapidement de mon côté. On n'a pas rien sur le plagiat en tant que tel. On va plutôt parler justement de droit d'auteur, donc de copyright, qu'à partir du moment où tu crées quelque chose de physique, il y a un droit d'auteur qui s'applique dessus, parce qu'on n'est pas obligé d'aller s'inscrire pour faire valider notre travail. Par contre, c'est fortement recommandé parce qu'après ça, c'est beaucoup plus simple si tu as besoin de faire des recours pour prouver que c'est bel et bien toi, tout ça. C'est plus simple si tu l'as déjà enregistré. Par contre, ça couvre pas tout. Tu peux pas forcément mettre en droit d'auteur, par exemple, des idées ou des choses abstraites ou des choses qui sont à la portée de tous, qui sont vraiment comme l'écriture, un mot en tant que tel. Ça peut pas être régi par les droits d'auteur. Par contre, on a quand même certaines lignes qui peuvent décrire à peu près qu'est-ce qu'un plagiat. Pour ça, parce que la plupart des universités, je suis allée voir du coup des universités parce que c'est comme un bon... comment? J'ai oublié le mot.
un bon guide, une bonne autorité dans le domaine, puisqu'en général, les écoles ont justement besoin de décrire qu'est-ce qu'un plagiat, qu'est-ce qu'un cyberplagiat et ce genre de choses. Et la plupart des universités s'entendent sur à peu près les mêmes définitions, c'est-à-dire que, par exemple, ça va être tout ce qui est copier, paraphraser du contenu sans en citer la source ou en se faisant passer pour l'auteur. Donc, tout ce qui est reproduire et se l'approprier alors que c'est pas à nous, c'est ce qui va être considéré comme du plagiat. À partir du moment où tu indiques que c'est pas toi l'auteur, tu peux l'utiliser. Après ça, il reste des droits d'auteur dans le sens de certains, tu peux pas l'utiliser comme ça, mais de façon générale, pour nous, ce qu'on a, pour la définition de plagiat, dans la réutilisation d'un, j'ai oublié mes mots, d'un texte ou d'œuvre, c'est plutôt ainsi qu'on va l'entendre. Et de même aussi que j'avais eu un cours il y a très longtemps de design où on revoyait un peu le même principe aussi de réutilisation d'images pour faire soit des peintures ou même de la mise en page. C'est possible de réutiliser les images et des choses comme ça, mais il faut quand même que ça soit modifié à peu près jusqu'à 90-95% jusqu'à ce que vraiment on puisse pas reconnaître l'œuvre originale qu'on a utilisée ou l'image ou peu importe, pour justement dire que si on se l'est approprié, que ce n'est pas une réutilisation exacte de l'œuvre. Je pense que ça fait à peu près le tour. Et là, je vais me tourner vers Kiki. Justement, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Mais nous, de notre côté, ça se rapproche un peu plus aussi. Nous, on a deux organismes qui gèrent cela. On a l'INPI. Principalement, c'est eux qui gèrent ça. Surtout pour nous, l'aspect JDR, c'est eux. L'aspect JDR, dessin, jeux vidéo et autres. Si vous avez des idées à faire, à publier, à présenter, il faut les mettre, il faut les inscrire, comme disait Daisy. On n'était pas obligé de son côté, mais nous, c'est vraiment, vraiment intéressant à le faire. Parce que dès qu'on lance ces procédures, on est déjà protégé et on peut, limite, un peu commercialiser déjà nos produits. Et si l'idée est déjà prise ailleurs, là, c'est très problématique. Juste le fait est que notre idée est vendue ailleurs, ou même notre dessin, notre logo. Hein. Rien d'aujourd'hui nous dit que j'ai fait un logo qui ressemble à deux bananes croisées, on va dire. C'était repris ailleurs et était vendu aussi. Mais cet argent et ces concepts ne sont jamais venus à nous, alors que c'est nous qui avons eu l'idée et autres. C'est aussi une bonne sécurité d'un côté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont attachées à leur projet, je les comprends. Moi, j'ai mon projet que j'ai certifié. Hein. Faut être lucide, on va dire, dans l'absolu. Mais j'ai vu principalement beaucoup de personnes limite, mais attaquer des personnes en justice pour une idée qui était soumise et qu'ils n'ont pas fait attention particulièrement. Parce que toutes ces idées, elles sont répertoriées, mais le temps que la structure en question t'informe que cette idée-là soit déjà utilisée ou pas, il y a quand même un bon 3-4 mois. Et toi, justement, tu as envie d'avoir ton projet qui avance. Tu peux pas rester 3 mois dans un projet à ne rien faire. C'est pour quelqu'un qui développe quelque chose, une idée, un concept, c'est dur. C'est très, très dur. Voilà. Donc, quand tu crées et donc tu commences à t'inspirer du travail des autres, il y a une prudence à avoir pour ne pas aller trop loin finalement. C'est exact. Faut pas hésiter avant de lancer son projet, regarder ailleurs, s'ouvrir l'esprit pour observer ce qu'il y a. Et s'il y a vraiment, on a raté un fil, la personne normalement, les artistes savent la galère qu'il y a.
à trouver de l'inspiration. Donc, comme je disais principalement, venir directement attaquer un artiste qui veut lui aussi euh, présenter son projet, on peut lui dire déjà de venir. L'idée est bonne parce que je l'ai faite, mais elle ne correspond pas, faudrait changer, et quitte à peut-être travailler avec ce dernier. Rien ne n'oblige hein, à le faire. Donc malheureusement, des fois c'est un peu plus compliqué pour cela. Donc alors, moi, je veux créer, je veux écrire pour du jeu de rôle. Mhm. Où commence l'inspiration? Où commence le plagiat? C'est-à-dire, où se situe la frontière? Comment devrais-je m'y prendre là? Vous avez un jeune rôliste qui veut créer son univers, créer son jeu, etc. Il vient vous demander des conseils. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Alors, je vais commencer. Vas-y. Ne surtout pas refaire à l'identique. Refaire à l'identique, c'est s'assurer directement les foudres des auteurs, comme on dit. Euh, Au moins de faire une variante, quelque chose qui peut y ressembler, mais brièvement. C'est vraiment, on peut dire, oui, à mettre un bout par ici, un bout par là. Voilà, il faut le faire. Ouais. Vraiment, il faut aller chercher la petite bête pour le faire. Par exemple, je vais faire une roue. Cette roue, ben, on a tous vu cette roue, elle est ronde, mais lui, il a fait une ronde qui est un triangle. Dans l'idée, c'est pareil, c'est une roue, mais elle est triangle. Ouais, la subtilité, elle est là. On a à peu près le même concept, mais avec une forme différente. Mais si c'est copié à l'identique, on a exactement du plagiat. Le terme du plagiat est là. Le paradoxe est un peu, un Eh peu oui, il y a, bizarre. Voilà. il y a une frontière. Et Isaïe, toi de ton côté, qu'est-ce que tu en C'est un peu penses? le même principe, c'est-à-dire, faut pas reprendre les idées directement telles quelles, hein. C'est mieux de s'inspirer également de plusieurs sources différentes, de prendre les idées qu'on aime, hein, et ensuite de ça, de faire une espèce de patchwork avec, de les recoudre ensemble, hein, mais tout le temps en y installant aussi comme un peu sa touche personnelle, hein, un peu comme il disait, parce que si tu fais juste reprendre tel quel des éléments différents, au final, dépendamment de à quel point cet élément-là est gros, ça peut ressembler quand même à du simplement copier-coller. Tu vas pareil reconnaître que ça vient de tel auteur, que tu as juste pris ce morceau-là. Donc, faut toujours un peu le réinventer, mais s'inspirer peut-être plus des idées globales que de quelque chose de fixe. J'ai vraiment du mal. Je vois Je ce que sais tu pas veux si c'est dire. clair. Ouais, Il faut pas prendre les détails c'est avec ça. la base. Il faut prendre le concept et non les détails. C'est vraiment l'idée globale dans laquelle il faut s'inspirer. Par contre, de se donner... c'est un peu comme quand tu fais un brainstorm où tu te marques plein d'idées et au final, tu t'en gardes juste quelques-unes et tu essaies de refaire sortir quelque chose de nouveau à travers ça. Exact. Voilà. D'accord. Écoutez, partons sur une note positive. Est-ce que vous avez des exemples de jeux de création qui, pour vous, sont d'excellentes réussites en termes d'équilibre, innovation, copie? Parce Hum, que, juste pour saisir, je crée... alors, Mm. demain, je vais sortir un nouveau jeu de rôle. Alors, dedans, il y a des humains, des elfes, des nains, des hobbits, enfin des halflings, enfin des semi-hommes, voilà, je vais l'appeler. Puis je vais aussi y rajouter des hommes dragons, et puis des hommes démons, et puis des hommes géants, et puis tata. Bon, au final, voilà. Puis il y a des caractéristiques, puis il y a des compétences, et puis je porte une armure des armes, puis je peux faire guerrier, magicien, clerc, voleur. Bon, ok, je suis en train de plagier Donjons et Dragons là, ou Mm. pas? Alors, ah, C'est ça le truc. pour moi, c'est ironique à dire, hein. Dans l'idée, oui, sauf que l'idée, elle est générale. Elle n'appartient pas que à Donjons et Dragons. C'est comme quand on parle de MMORPG, la base, le cœur, c'est un MMORPG. Donc,
on a beau aller dans d'autres MMORPG, mais on a toujours la source, l'essence MMORPG. Donc, dans le jeu de rôle, c'est le même principe. On a cette source qui est le RPG, qui est présente partout ailleurs. On peut dire, comme disait très cher Pills, tu as les humains et autres, mais rien ne les empêche de les appeler autrement. Mais quand on le regarde à l'affiche, on voit que c'est des humains. C'est ironique. C'est ironique à dire. Donc, pour moi, c'est intéressant de voir cela. Au moins de tourner dans le bon sens du terme. Voilà. Dès que Alors, est-ce l'idée... qu'il y a est-ce qu'il y a des bons exemples? Alors, Moi, je moi, dirais. Vas-y. j'ai pas beaucoup d'idées. J'ai pas connu beaucoup Moi, d'idées. j'en vois, mais surtout pas dans le jeu de rôle. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais on peut dire, par exemple, Vampire, comparativement à Donjons Dragon, pour moi, c'est une bonne version alternative. C'est-à-dire qu'on a la version Donjons Dragon qui est, on peut dire presque l'élite, on va pas se cacher, et Vampire qui a une base de RPG, mais avec une sauce différente, qui est, qui est loin, qu'on peut imaginer que c'est du Donjons et Dragons, mais l'essence, elle est toujours la même. Donc je pense que c'est cela. Et toi, Disae, est-ce que tu as des exemples? Moi, j'en ai, mais je dois avouer, peut-être moins dans le jeu de rôle, plus dans la littérature, où justement, t'as des choses qui sont inspirées des... Et à partir de la littérature, on a fait du jeu de rôle avec. Par exemple, je pense justement à Game of Thrones, qui est beaucoup inspiré de Lord of the Ring, mais qui est au final assez différent, même si tout part on sait que l'auteur s'est inspiré de Lord of the Ring pour créer justement son livre. Ça se ressent, mais en même temps, tu es capable de voir une entité différente. Ou sinon, je pensais aussi dans le jeu de rôle, peut-être un peu Test from the Loop vis-à-vis de la série Stranger Things, où l'essence reste un peu la même d'adolescents dans les années 90 qui vivent des histoires un peu surnaturelles. Hein. Mais je trouve qu'ils l'ont très bien remis à leur sauce en le mettant dans un univers un peu plus technologique, si on veut. Mais on garde quand même cette idée d'enfant des années 90. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne réussite, une bonne inspiration qu'ils ont faite, parce que tu vis une histoire à la style de, mais t'es capable de voir que c'est pas Stranger Things. Que c'est vraiment, ils ont créé leur propre univers et leur propre système qui fonctionne très bien comme ça aussi. Ok. Alors, moi, j'avais un exemple de jeu où je trouve que il y a un gros effort d'innovation dans tous les sens du terme, en termes de règles et en termes d'univers. C'est Prosopopée. Est-ce que vous connaissez? Je ne connais point. Pas du tout. Dans Prosopopée, les personnages incarnent des dieux. Des dieux qui peignent la réalité à partir des couleurs essentielles de l'univers. Et puis, une fois qu'ils ont terminé leur peinture, ils regardent celle-ci, ils se disent « Ah tiens, il y a des déséquilibres ». Donc, ils s'incarnent dans leur peinture pour aller corriger les déséquilibres. Bon. Le truc, c'est que quand ils s'incarnent dans leur peinture, c'est toujours des dieux. Donc, le système, en fait, de manière générale, c'est... Les joueurs, c'est un jeu de rôle sans meneur de jeu, on est dans de l'alternatif. Les joueurs vont décrire en fait tour à tour des scènes, décrire des situations, et quand les autres joueurs trouvent ça super, super intéressant, ils leur donnent des dés à partir d'un pot commun qui est limité. Ils leur donnent des dés, et l'idée c'est que un joueur va à un moment décrire un problème, et puis les autres joueurs vont essayer de le résoudre. Pour le résoudre, il faut qu'ils trouvent une façon logique dans le contexte de ce qui a été créé, etc. Et à un moment, ils expliquent comment ils le résolvent. Et à ce moment-là, celui qui tente de le résoudre prend les dés qu'il veut, il les lance, et il doit faire un nombre de réussites égal à la difficulté du problème. S'il fait moins, il n'arrive pas à résoudre le problème. S'il fait plus, rappelez-vous, c'est des dieux, il résout le problème et il en crée un autre.
Ah, c'est bien ça. Oh là là. Voilà. Et donc là, on est vraiment moi je trouve, dans de la pure innovation parce qu'on sort Mm. complètement Mm. des pensées du genre, c'est-à-dire au niveau du genre, déjà de ce qu'on incarne. On incarne des dieux qui ont vraiment des pouvoirs divins. Voilà. Au niveau de l'univers, il est émergent, c'est-à-dire il ne préexiste pas. La seule indication du jeu, c'est de dire c'est pré-industriel. Voilà. Et au niveau de ce que tu y vis, tu y vis pas une aventure où tu vas devoir aller sauver un prince ou une princesse du dragon, machin, tu affrontes des monstres, des trucs comme ça, non, tu vois, ça émerge aussi, effectivement. Là, on est vraiment dans quelque chose de très innovant et c'était pour rappeler que dans le monde des jeux indie, des jeux alternatifs, il y a beaucoup de choses qui sont super innovantes Mm. et qui nous sortent de ce que l'on trouve dans le jeu de rôle traditionnel. Je fais la pub pour les trucs indie, ceux qui me connaissent sont habitués. Euh, sont habitués. Et ils arrivent à faire des choses super innovantes. Après, quand on reste dans le traditionnel, j'ai l'impression que l'innovation devient vraiment beaucoup plus difficile. Mais il y a quelques jeux qui arrivent à innover. Je pense à Dead Genesis, par exemple. En termes de background, je le trouve, c'est du post-apo, mais je le trouve super innovant. Super lourd, super. On est dans un post-apo il y a longtemps, où il y a un mal, entre guillemets, venu de l'espace qui a provoqué justement l'apocalypse. Et les descendants des humains qui ont survécu ont créé des sociétés très particulières. Et il y a des sociétés vraiment super originales. Numenera aussi, qui innove sur le fait qu'on se trouve, mais des centaines de millions d'années dans le futur. Il y a eu quatre ères qui se sont succédées, avec la première ère, c'était les humains, puis après, il y en a eu autre chose, autre chose, autre chose, autre chose. Et on vit dans un monde qui est le résultat du passage de toutes ces ères, avec toutes ces. Donc là, c'est pas au niveau des scénarios que tu vas jouer, mais c'est au niveau du contexte dans lequel tu vas jouer que c'est vraiment innovant, en fait. C'est vraiment original. Ça me fait Euh, penser aussi un peu à Vermine qui fait aussi hmm, du post-apo, C'est vrai. mais plus sur l'humain et et la nature. la nature, hein. Donc, il y a encore de la Désolée, je place t'ai pour coupé, ça me faisait l'innovation. penser à ça. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a encore de la place pour l'innovation. Et est-ce que vous avez d'autres exemples de jeux de rôle qui sont une belle réussite entre l'innovation et la copie? Mon nom, Marc, qui dans le chat nous dit Insectopia, où tu joues des insectes Mm. à taille d'insectes dans un monde Ah, d'insectes. Ouais, je sais j'en ai entendu pas. parler. Ah, j'y ai joué à ce jeu, c'est C'est bien. incroyable. Quand le meneur de jeu te dit, mais la principale forme de communication entre les insectes, c'est les phéromones. Et que, et que, C'est vrai. et que en fait, en pleine partie, où tu peux influencer en fait le comportement des autres à travers les phéromones, en fait, et qu'en pleine partie, alors qu'un des insectes commence à s'énerver, et que là, moi, je dis, euh, j'envoie des phéromones, calme, 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 calme. C'est une sacrée ambiance. Il y a JB Damien dans le chat qui nous dit qu'il a des exemples de titres de jeux de rôle, mais des titres méconnus. Oh, c'est dommage qu'il ne nous en donne pas. Allez, 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 Ben, il faut. c'est bien. On veut les savoir, Euh, justement, s'ils sont méconnus, il faut les on connaître, hein. veut, on veut connaître, on veut connaître. Ça disait les noms. Euh, Disait les noms. ouais, il faut teaser. Je vais en profiter là pour le temps que le chat nous réponde pour parler du giveaway. Ah ouais, il y a un Oui. giveaway. Ouais, Oh. c'est classe, hein. C'est la cybercamp, c'est des giveaways. Et le giveaway de ce soir, c'est un jeu de rôle d'horreur contemporain, horreur et surnaturel qui s'appelle Within. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien là. Hop, Oh, on Within. voit un petit reflet. Une très belle couverture, Ah, il y a hein. des reflets. Hop, de l'autre côté. Voilà. Il y a des... Alors, Within, c'est un jeu de rôle de Benoît Tinost. Alors, Benoît Tinost, il avait, dans les années 90, sorti deux scénarios de jeu. Alors, je les ai par là, je crois. Le collectionneur les a. C'est ça. Ah On l'a ouais, perdu.
C'est bon, nous avons le contrôle du chat. Il, Ah, il- ça, il c'est avait, revenu. il avait sorti ce scénario d'occulte contemporain, 4, voilà, Oh. qui posait déjà les bases d'un petit univers avec tu sais, une société secrète dans laquelle sont les personnages joueurs qui vont enquêter sur des choses paranormales, tout ça. Et avec Within, il a étendu en fait ce monde-là, parce qu'à la base, ce scénario-là était sans système. C'était juste le scénario contemporain, tu prends le système que tu veux. Et il a étendu l'univers et puis il a rajouté un système. C'est un système sans dés, dans lequel, en fait, l'idée, c'est que bon, tu crées un personnage avec ses points forts, ses points faibles, etc., son lien avec le surnaturel. Et quand il doit réaliser quelque chose, il y a une difficulté. Et on compare en fait la valeur de ses compétences à cette difficulté. S'il a au-dessus, ben, il réussit. Okay. Mais s'il a en dessous, eh bien, l'idée, c'est que qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier pour y arriver. Voilà, c'est un petit peu le concept qu'il y a derrière, tu vois. Donc, c'est très narratif, il n'y a pas de jet de dés, il n'y a pas vraiment de hasard qui rentre en compte. Donc, ça participe beaucoup à l'ambiance, justement, pesante, paranormale, et au choix un peu cornélien qu'on en vient à faire. C'est-à-dire que, voilà, je veux absolument arriver à faire quelque chose, mais qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier de moi-même pour y arriver? Et, quand tu n'as pas juste à lancer un dé et que tu dois vraiment faire un choix difficile, c'est intéressant. C'est ça. Donc, je lance le giveaway. Marc va le lancer si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je l'ai présenté. Donc, pour gagner Within, je ne sais pas s'il y en a un ou deux à gagner, mais en tout cas, voilà, c'est Within en giveaway. Vous tapez Point d'exclamation. cyberconv dans le chat. Attention. Et, C'est allez, parti. Qui va péter les- remporter Ah ben, 2 packs Within, c'est-à-dire livre de base et scénario. C'est parti, allez, tapez cyberconv et Attention, qui aura participez à ce giveaway. Qui Mais aura je- le- même Pendant ce mes temps, chiens sont intrigués, ils arrivent. il y aura 2 gagnants. Donc, et en même temps, ben, on va continuer un petit peu à jaser. Donc, est-ce que donc, qu'est-ce qui vous semble les guides de copier? Qu'est-ce qui, à votre avis, ne devrait pas être copié? On a parlé de récupérer, de copier les choses et de les changer l'habillage pour le ressortir. Et ça me fait penser à l'OSR. Mm. Le mouvement OSR, il est apparu en même temps que Pathfinder, c'est-à-dire quand D&D 3.5 a été abandonné au profit de D&D 4. Et là, il y a eu, même pas, non, c'est quand D&D 3 est apparu que l'OSR a commencé à apparaître. Ouais. Et l'idée, comme en fait les règles, les bases de règles de Donjons et Dragons, édition 0, enfin première édition, le BECMI et Advanced Dungeons and Dragons a eu ces règles qui sont devenues ouvertes en fait et utilisables. Il y a un certain nombre de joueurs qui ne voulaient pas de cette édition 3.5 qui se sont emparés en fait des versions précédentes pour faire des clones, des rétro-clones, pour faire des adaptations à leur propre jeu. Et aujourd'hui même, des jeux comme Morkborg, dont on entend parler, des jeux comme Lamentations of the Flame Princess, ou comme Old School Essentials. Tout ça, c'est des clones, rétro-clones, presque clones, puis il y a d'autres termes. Là, on n'est plus là, justement, on copie complètement quelque chose, et puis parfois, juste, on le copie et on le rebalance avec un léger habillage. Et puis parfois, on crée des nouveaux trucs. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de tout ça? Tu veux commencer ou Je vais te laisser, je réfléchis ce que je vais dire. Pour ma part, je sais pas trop quoi en penser très exactement parce que j'ai pas eu l'occasion de jouer, mis à part à Pathfinder, à un jeu OSR. Je trouve que l'idée de base peut être intéressante pour des gens qui recherchent ça.
Pour ma part, moi, ça me rejoint pas forcément. Je peux comprendre que ce qui peut en découler peut être intéressant dans le sens parce que ça reprend les bases de ce que c'était. Et après ça, tu peux un peu construire par-dessus. S'ils ont vraiment un scénario intéressant et vraiment différent, je me dis pourquoi pas. Je voudrais pas forcément me fermer les portes. Surtout sachant que, par exemple, Pathfinder est quand même un bon copier de D&D et que, pour une raison étrange, je préfère très largement Pathfinder à D&D. Et pourtant, la proposition de base est à peu près la même. Je serais même pas capable de cerner qu'est-ce qui est fait vraiment mon choix à ma préférence à l'une des deux licences, alors que dans son fondement principal, ils sont quasiment identiques. Là. Donc, d'après moi, c'est peut-être juste parce que mes amis y jouaient plus, donc du coup, j'ai peut-être une meilleure familiarisation avec cet univers-là que D&D. Mais donc voilà, je sais vraiment pas trop quoi en penser, à part que je me vois pas pourquoi me fermer des portes. Mais c'est pas forcément vers là vers lequel je tendrais naturellement, parce que j'ai découvert tellement de choses différentes que je suis plus intriguée par des nouveaux systèmes que des anciens. Alors, Ça il y fait a un pas près le certain tour. Daigo Tsukalim dans le chat qui dit: Je rappelle à Disae que Forbidden Lands est officiellement de l'OSR. Est-ce que tu joues à Oh! Forbidden Lands? Ouais, ben j'ai commencé un petit peu dernièrement, ouais. Du Eh ben coup, voilà, tu t'es fait pogner. Tu t'es fait voilà, je me pogner. suis fait Voilà. avoir. Voilà. Maintenant, je peux dire que j'ai joué à un autre jeu ASR qui n'est pas Pathfinder. Et du coup, c'est l'ASR, ça reprend aussi le même système Alors que parfois, Donjon, parce que il pour les change la... beaucoup. Hein. Parfois, il les change beaucoup, Voilà. les systèmes. Hein. Parce que oui, je peux voir un peu dans le style, peut-être Porte-Monstre Trésor est encore là, plus ou moins. Mais je trouvais quand même que dans sa façon de tirer les dés, il y avait quand même quelque chose d'original, même si ça reprend beaucoup, en fait, Tales from the Loop, hein, je trouve, dans son système. Hein. Mais, intéressant, je ne savais point. Merci de l'info. Ah, Je me suis fait avoir. juste avant que tu interviennes, Guigui, je voulais aussi vous inviter à discuter. Parce que jusqu'à maintenant, on parlait de, voilà, je suis auteur Mm. de jeux de rôle et je décide d'aller m'inspirer, copier le travail des autres, éventuellement en demandant l'autorisation et surtout en essayant d'éviter de faire un plagiat. Mm. Mais il y a le cas aussi des sociétés qui fournissent le cœur de leur système pour inviter les gens à faire ça. Mm. On l'a vu, là, c'est le DSR, je crois, non ou DRS. Je crois que c'est ça le DRS, terme. je crois. Attends, je pense que je l'ai quelque part dans un onglet, parce que je regardais ça tout à l'heure. Il y a FR Brown qui dit SRD. SRD. Je crois que c'est System Rule Document ou un truc comme ça. Système. Je ne vois pas ce que c'est le R. Enfin, en gros, voilà le. Rule, peut-être? Ouais, Rule, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est là, on est vraiment, on est dans un contexte où on a une entreprise qui dit, voilà, on a notre système, on l'ouvre, utilisez-le, mais n'utilisez que ça, le reste, c'est interdit. C'est OGL en anglais, puis pour Open Game License, puis en français, ça se traduit par licence ludique libre. Ah oui, il y a ça aussi, mais il y a le... Ah, ok. parce que si tu mets ton jeu Open Game License, tout le jeu est Open Game License, si je ne m'abuse, non? Ou je me trompe? Non, Alors, c'est ça dépend. justement, Ça ça dépend de dépend. ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. Ouais. Alors allez-y, parce que là, on est dans notre sujet, c'est-à-dire utiliser le travail de l'autre. Et là, il y a l'autre qui dit utilisez mon travail, mais dans ce cadre-là. Allez-y. Alors justement, tu as donné ce que j'allais dire. Il a lu dans mes pensées jusqu'à là où il est. On est Est-ce connecté. qu'il a lu dans tes pensées ou est-ce qu'il a plagié tes pensées? Attention. Oh, attention.
Ça y est. Alors justement, moi particulièrement, je n'ai pas beaucoup d'idées au niveau JDR, mais au niveau des jeux, oui. Et l'aspect de rester sur des versions antérieures, c'est parfois de la nostalgie. Parce qu'on n'apprécie pas le nouveau contenu et la direction artistique aussi du jeu. Ça compte pour beaucoup. Il y a des personnes, comme on disait précédemment, qui aiment leur petit confort. Et dès qu'ils voient qu'il y a un petit changement, ils disent bon, bah, pas trop, du coup, on va garder. Et là, il y a des jeux au niveau vidéoludique, par vidéoludique, ce qu'on appelle des serveurs privés. C'est la même chose que qu'on disait, où tu as les éditeurs, tôt. Tu as des personnes qui demandent à l'éditeur est-ce qu'on peut utiliser votre licence, au moins cette version de cette licence, pour jouer et faire vivre une communauté qui est intéressée par, par cette version. Parfois oui, parfois non, ça marche, mais très souvent ils sont d'accord parce que c'est de la publicité déguisée pour leur jeu. Ils disent quand même, quand il reste peut-être 4 ans dans une même version, ils aimeraient bien savoir, ou ils ont connu que cette version, ils aimeraient savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessus. Et c'est intéressant pour eux justement d'aller voir justement l'original, comment la transition et pour ne pas dire c'était mieux avant, dans plusieurs divers aspects. Moi, je n'ai que dire, principalement, c'est la nostalgie qui fait parler, pour moi. Je pense aussi. La nostalgie, puis un peu aussi, comme on disait, le confort. Je pense d'ailleurs aux premières parties où j'ai fait que la seule chose que je connaissais, c'était D&D, Pathfinder. Et quand j'ai voulu essayer de sortir de ça pour faire... parce que j'aimais beaucoup les scénarios un peu plus d'horreur, la première chose vers laquelle je me suis tournée instinctivement, c'est les systèmes D20, D6, hein, assez génériques, pour pouvoir partir de là et faire moi une partie d'horreur avec mes amis, plutôt que de chercher est-ce qu'il existe un jeu de rôle pour l'horreur? Est-ce que Cthulhu existe? Est-ce que Cult existe? Est-ce que tout ces... Non, je suis restée moi dans... J'aime bien le système des 20 et des 6. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe dans ce style-là que je peux utiliser pour faire de l'horreur? Et du coup, ça me fait peut-être penser un peu aussi à ça dans le côté rester dans sa zone de confort. Bon. Nous approchons de la fin. Donc, je vais vous inviter à conclure. Et chacun d'entre vous va pouvoir avoir son monologue de la fin. Oh. Attention. Attendez, j'ai une petite... hop. Ah non, c'est bon. Alors, Je sais plus, j'avais freeze, moi, de mon côté. donc, je vous en prie, sur ce sujet, s'inspirer du travail des autres, essayer d'être absolument original ou innovant, copier, risquer de plagier, voilà. Quel serait votre monologue de la fin? On va commencer, je vais me permettre de commencer par Geeky, puis de terminer par Dizaï. Ça me va bien. Les meilleurs pour la fin, c'est gentil ça. Oh là. Mon Dieu, mon Dieu. Je suis jaloux. Alors, pour moi, c'est intéressant. C'est rafraîchissant de s'inspirer des autres, de voir de la différence et d'en s'inspirer. Au moins, l'essence, la base qu'on voulait transmettre du jeu en question, hein. Jeu de rôle, on a par exemple D&D, on a beaucoup cette essence que justement qu'on parle que D&D. Il y a très peu de personnes qui connaissent pas D&D et autres consorts, justement parce que l'essence a été là, elle a été vue et elle a été transmise aussi à d'autres générations par une modernisation sans être un plagiat de ce dernier. Et c'est ce qui rend ce dernier original, c'est la diversité de chacun
est-ce que l'auteur ou le jeu a présenté à chacun des joueurs et l'implication qu'il veut donner à chacun de ses joueurs. Et ça, on le dit pas assez souvent, mais quand JDR implique les joueurs, comme on disait précédemment, quand tu incarnes une divinité et tu rentres dans un tableau où tu dois résoudre, entre guillemets, tes propres problèmes, c'est intéressant de voir que tu n'es pas aussi un joueur, aussi dans la troisième personne, mais là, tu es acteur de tes propres choix, qui est aussi la base du jeu de rôle, comme on disait encore précédemment, de jeu de rôle. Ouais, il y a toujours un lien qui ramène à quelque chose qu'on a connu, et ça, c'est bien. Et donc, pour moi, c'est intéressant. C'est très intéressant de regarder ailleurs, comprendre aussi pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui copient pour copier, mais qui ne retiennent pas l'essence. Et justement, et c'est pour ça que le plagiat commence à prendre tout son sens. Parce que copier sans âme, ben, est-ce qu'on peut dire que ça reste qu'au final que du plagiat? C'est très beau. Donc, Ma, ch- ma ma chère conclusion Dizaï. reste que de ressembler beaucoup à la tienne, en fait. Dans le sens aussi de dire de pas forcément non plus avoir peur d'être original à tout prix, que beaucoup de choses ont été faites, un peu comme Christophe le disait au début, que si on revient à la base, tout peut se résumer en 36, en 36 volets. Euh, et du coup, faut pas avoir peur de se limiter à ça. Faut pas rester dans des carcans, dans des boîtes, de se dire ah oui, mais ça a déjà été fait par un autre. Je peux pas le faire ou ah moi je veux pas reproduire les mêmes choses ou tout ça. C'est Vous n'êtes pas tout seul à créer une histoire. Les gens qui sont à votre table vont vous aider à la créer et c'est ce qui va faire en sorte que ce qui va aider également à votre histoire à être originale. C'est par où on la passe, comment est-ce qu'on raconte l'histoire, comment est-ce que vous lui donnez votre petit grain de sel, votre petite touche personnelle. Et que du coup aussi, quand vous créez une histoire, n'hésitez pas à vous inspirer de plusieurs choses, de plusieurs branches, de ne pas vous rester stické sur des détails, mais prendre ce qui en ressort, l'essence euh, des différents éléments que vous aimez, de les mettre tous ensemble et de regarder qu'est-ce qui est intéressant de garder, qu'est-ce que vous en retirez comme leçon également pour coudre un peu à travers tout ça. C'est vraiment comme une espèce de grosse tapisserie où chaque fil que vous prenez, c'est comment est-ce que vous l'agencez avec les autres qui va donner son originalité, son âme, comme disait Gwick tout à l'heure. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci Dizaï, merci Gwiki. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. La cyberconvention ne s'arrête pas là. Là, nous allons enchaîner sur un actual play de Fate Core mené par le DM à cravate que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Est-ce que vous avez une activité sur YouTube, Dizae, Gwiki, ou YouTube ou Twitch ou autre? Faites votre pub. Allez-y, profitez. Donc, du coup, moi, vous pouvez me retrouver dans plusieurs actual plays avec Dice Story sur YouTube. Et maintenant, on va commencer des lives, du coup, à tous les vendredis 1 sur 2. Vous allez pouvoir me voir DMer du Blaze in the Dark avec Manitou Scarlock ainsi que 2 autres de mes amis qui faisaient des campagnes avec moi. Et sinon, je vous invite tous à aller regarder la plateforme Let's Roll, qui est un VTT qui fait concurrence à Roll20, qui est également web-based. Par contre, malheureusement, l'alpha est fermée actuellement, donc on ne pourra pas vous accueillir. Mais sorte très bientôt la bêta, qui va être accessible à tous. On le souhaite fin décembre, même si on n'a pas de date exacte. Mais c'est ce qu'on espère, on touche du bois. Super. Et toi, Goki, vas-y, vends-nous ton jeu. Est-ce que tu vas le sortir? Est-ce que tu envisages de le publier? Alors, oui, je tente et je veux faire publier ce JDR que j'ai fait avec, faut pas oublier tous ces acteurs
tous ces joueurs qui ont participé à faire ce qu'il en est, hein. Je vais pas mentir, hein, c'est eux et c'est moi qui l'ont fait, qui ont donné de l'âme dans ce dernier. Donc, vous nous trouvez sur Roll20, Discord. J'ai une chaîne Twitch où de temps en temps, je vais commencer à fournir parce que là, les situations, c'est un peu compliqué. Vous pouvez chercher sur Google le QG de Terry, c'est le nom de mon GDR. Sur Google, vous pouvez trouver, Google nous a affiché. Nous sommes ouverts, yeah! Ouh. Donc, vous pouvez vous inscrire si vous voulez. Et dès que vous avez, n'hésitez pas à me contacter sur Discord. Je vais vous donner une initiation au jeu de Est-ce qu'on peut rôle. mettre le lien dans le chat? Ça pourrait être intéressant. Oui. Alors, Attention, je ne sais pas si l'épisode. tu vas. Il Sinon, faudrait on peut-être peut en que tu tant me... que il faut membre. peut-être que tu me passes le lien pour que moi je puisse le mettre dans le chat en fait. Attention, je le pose. Ce serait cool. Hein. La bombe a été lâchée. Tu l'as mis où? Il l'a Je mis sur l'ai- Discord pour que tu puisses je l'ai le mis sur mettre. Ah Discord. oui, parfait. Copier le lien. Hop. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit? Oui. Voilà. Et du coup, là, actuellement, nous sommes dans les derniers prémices, on peut dire, du jeu de rôle. Alors, c'est pas pour l'éditer, hein. Pour l'instant, c'est le bouquin qui doit être le plus important. Il doit être Mhm. lu et relu pour éviter qu'il y ait des failles. On sait très bien les techniques abusées de certains jeux de rôle à certains moments. Donc, à ces moments-là, là, on essaie de finir de terminer le livre. Et dès que le livre s'est terminé, bah, là, on pourra peut-être l'éditer en bouquin, comme le livre a gagné. J'aimerais un jour avoir un bouquin aussi édité et aussi à être en mise à prime pour La Cyberpunk cyberpunk. 2000. Ouh. On sait jamais, hein. Moi, je lance des choses, hein. Bon. Eh ben, nous allons conclure là-dessus. Donc, restez avec nous. Vous avez un actual play de Fate Core qui suit. Et ensuite, il va y avoir une entrevue qui sera menée par Marc. Et donc, voilà, restez avec nous. Et puis, après, on enchaîne. C'est-à-dire, l'Europe récupère les serveurs, récupère le pouvoir. Et demain est encore une journée pleine. Donc, encore merci de nous avoir suivis. Et merci d'Isae, merci Geekivada. Je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde. À Au tout à l'heure. revoir. See you.